Merci. Je veux demander encore de donner à cet éminent intellectuel les honneurs qu'il mérite. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le professeur Hamza Boukari Yabara, qui vient de donner sa contribution, sa modeste contribution pour le combat panafricaniste. C'est un honneur de l'avoir. Merci pour votre invitation, professeur. Asseyons-nous. Il est là, il va rester parce qu'on va échanger avec lui. Il y aura peut-être 2 séries de questions qu'on prendra pour échanger avec lui. Mais avant ça, je voudrais sacrifier à la tradition qui consiste, après qu'un auteur confirmé ait développé sur un sujet, on essaye de faire une petite récapitulation et ça prouve qu'on a été en phase avec lui. C'est moi qui lui ai envoyé le cadrage thématique dont il a fait mention tout à l'heure. Et je voudrais dire de façon solennelle que je suis comblé. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Ce n'est pas par hasard que nous avons pensé à lui comme étant celui qui était à même de clarifier tous les enjeux qu'il y a autour du panafricanisme de gauche. Si on était resté sur la bagarre politicienne spontanée, suscitée par justement le spontanéisme politique des autorités sénégalaises qui ont lancé le concept dans un contexte où ils étaient aux prises avec une levier de bouclier sur le continent, interrogeant justement la pertinence de leur démarche politique et stratégique et diplomatique. Le mot est sorti comme ça, et on l'a balancé, le concept est sorti comme ça, on l'a balancé comme ça, et ça a fait diversion, ça a fait de la confusion. Là maintenant, quand on a écouté le professeur, on voit très bien la véritable perspective idéologique qui est derrière le panafricanisme de gauche. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même démarche. Ce n'est pas la même chose. Le professeur est clair. J'espère que chacun l'a suivi. Il situe l'idée du panafricanisme de gauche aux origines du panafricanisme. Lorsqu'il nous dit que de bien distinguer le panafricanisme de gauche qui relève ce qu'il a appelé le champ de l'économie politique. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est important de souligner. Et quand il demande de distinguer ça avec les enjeux géopolitiques, c'est important de bien souligner ça. Dans les enjeux géopolitiques, il y a des enjeux géodiplomatiques, par exemple, qui sont liés au fait, par exemple, que si on prend le cas de l'EAS, nous sommes dans une alliance stratégique avec la Russie. Il y a une convergence stratégique avec la Russie qui nous amène aujourd'hui à partager une alliance. Ça, c'est la géopolitique. Ces enjeux géopolitiques peuvent diluer, ont tendance même à diluer l'enjeu de la précision idéologique. Pas dans le sens d'une querelle qui va opposer les partisans et les non-partisans. Dans une espèce de schématisation propre à l'Occident, à savoir la gauche, la droite,
et autour de la droite et de la gauche peuvent graviter le centre droit, le centre gauche, l'extrême droite, des choses comme ça. Mais dans le sens où, à partir de l'identité africaine et de l'histoire de l'Afrique, nous avons une conception de l'économie qui n'a rien à voir avec le modèle dominant qui tient le monde à l'heure actuelle. Et souvent, lorsqu'on a fini la bagarre géopolitique et ses contraintes géodiplomatiques, souvent, on n'a pas le temps de poser sur la table la question du choix de société qui correspond aux luttes que les peuples ont menées. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans des alliances stratégiques. Et ces alliances stratégiques prennent le pas sur la définition d'une véritable charte idéologique. J'allais même dire civilisationnelle. Or, c'est ça qui est déterminant en dernière instance. Parce qu'à la fin, il va se poser la question du choix de modèle de société. C'est pour ça que dans son analyse, il a fait pratiquement le tour de la plupart des trajectoires, la plupart des fleuves qui se jettent dans l'océan panafricaniste. Des fleuves qui vont se jeter dans l'océan panafricaniste. Il est passé par la Tanzanie, avec le grand Julius Nyerere. Il est passé par Sankara. Il a convoqué le rôle historique de Nkrumah dans la synthèse. Parlons comme ça des options panafricanistes qui s'affrontaient et que cristallisaient la divergence fondamentale entre Garvey et Webb Dubois. Et il y a un grand penseur panafricaniste que le professeur connaît très bien, Padmore, il n'a pas cité aujourd'hui, mais je pense que tout à l'heure il reviendra. Padmore qui finalement va poser le problème pour dire que mais, communisme ou panafricanisme, il faut qu'on arrête la confusion. C'est un moment important du combat panafricaniste. Poser ce problème. Et il vous a rappelé que le mouvement communiste à l'époque considérait les panafricanistes comme étant des petits bourgeois. Alors moi j'ai une très grande connaissance du mouvement communiste. Je peux vous dire que le mot petit bourgeois est méprisant. Mais les temps ont changé, le mouvement communiste est tombé. Aujourd'hui, on a en face de nous la Russie. La Russie elle-même n'est plus un pays communiste. La Russie n'est plus elle-même un pays communiste. Donc, ce débat-là, on peut considérer qu'il est derrière nous. Mais c'est important, parce que ça nous amène à être vigilants. Dans la bagarre géopolitique qui s'annonce, et dans le choc de la multipolarité, l'Afrique ne peut pas permettre de venir à cette table-là en cherchant seulement les alliances et les convergences géopolitiques et en oubliant la question de son projet de civilisation au XXIe siècle. Et à cela, le professeur a été extraordinaire, précis. Il a posé les bases claires. 1. Le panafricanisme ne peut pas se permettre d'être athée. Il vous l'a dit. Et il n'était pas avec nous hier. Je n'ai pas conversé avec lui. Hein. Il est là. On n'a pas fait un complot la nuit. Je vous ai dit, nos fréquentations sont spirituelles. C'est dans l'esprit et c'est dans l'intellectualité que moi et lui on se rencontre. On ne peut pas être athée. Deuxièmement, nous ne pouvons pas être des capitalistes. Parce que dans l'identité africaine, la propriété privée est soumise, je dis les choses autrement, à la propriété collective. Or, dans le capitalisme là, version occidentale, blanche, le capitalisme privé, la propriété privée est sacrée et est même la pierre angulaire de la société politique. Il faut bien comprendre ça. Alors, le capitalisme chinois, c'est autre chose, russe, c'est autre chose,
brésiliens, indiens. Pour l'instant encore, dans ce capitalisme-là, on voit la suprématie de l'État sur le privé, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie. Nous observons encore très bien l'expérience du Brésil et de l'Inde. Nous regardons encore ça très bien. Mais en Inde, pour l'instant, l'État est en première ligne encore. Pour le Brésil, la bagarre entre la domination de l'État et la puissance des privés, ça s'équilibre encore. Un temps c'est l'autre, un temps ce n'est pas l'autre. On espère qu'avec le président Lula, on verra jusqu'à où ça va aller. À cause de la structure même du capitalisme brésilien, dans les conditions actuelles. Ne peut pas être athée. Nous ne sommes pas des capitalistes et la question de la terre n'est pas négociable. Il a été clair. On ne peut pas accepter l'accaparement des terres. Vous comprenez? Ce sont des questions qui renvoient même à l'identité fondamentale africaine. C'est pas seulement, on n'est pas seulement africain parce qu'on laisse ses cheveux d'une certaine manière ou bien on fait le folklore. Là, c'est encore plus profond. Là, on va plus loin. Et on voit bien que ce retentissement idéologique que porte le panafricanisme de gauche ne se ressent nulle part dans les dynamiques au Sénégal, dont il vous a rappelé le rôle historique et le droit d'aînesse que le Sénégal revendique naturellement dans le collaborationnisme avec l'Occident en général et en particulier avec la France. Il vous a expliqué pourquoi et quels étaient les enjeux liés à l'indemnisation des esclavagistes à Haïti. Et il vous a démontré comment l'argent là a servi directement à aller fonder la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Il vous a démontré ça. Donc, on ne parle pas en l'air. Quand on dit certaines choses, on ne parle pas en l'air. Quand on prend des positions, on ne prend pas en l'air. Dans des conditions actuelles, le Sénégal ne peut pas assumer le panafricanisme de gauche. Même à moitié. Même comme une amorce même, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Alors, c'est parce que Mélenchon est venu faire un tour là-bas. Et si vous avez pour caution Mélenchon, le débat est clos. Parce que nous, en Afrique, quand on veut commencer à parler politique et idéologie, Mélenchon se tait, il se cache. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas brillant. Il est brillant en France. Il est même très brillant en France. En France, même, il trouve qu'il est l'un des meilleurs. Mais quand nous, on parle ici en Afrique, il ne faut pas aller appeler Mélenchon. Il a dit une autre chose. L'antériorité historique du panafricanisme en tant que référence politique, idéologique, stratégique, c'est c'est l'enjeu de la révolution haïtienne. Et vous avez tous suivi comment Haïti a permis à toute l'Amérique latine dans son ensemble de se libérer. Et que la conséquence a été que l'Occident a décidé de punir Haïti pour ça. Et ce n'est pas par hasard que dans l'après-midi, l'autre thème c'est Haïti. Nous ne faisons rien par hasard. Et il nous a ramené à la déclaration de Arusha, l'un des plus grands documents politiques que le continent a produit. C'est ce qu'a dit le professeur. Nous avons revisité la charte de la liberté de l'ANC. Ça commence à se perdre. Ces documents historiques, ce sont les documents historiques. Comme nous célébrons souvent la déclaration d'indépendance américaine. Ce n'est pas la nôtre, hein, mais nous adorons trop ça. Voilà nos références. La référence est The Bill of Rights des Anglais, des consorts, et la fameuse Révolution française. Il vous a démontré que la véritable révolution universelle, c'est Haïti.
Ça ne peut pas être la France, il a démontré. Ce qui fait donc que, si on se réfère à ça, vous voyez, le recul extraordinaire que nous avons et les possibilités d'enrichissement, d'invention, de créativité politique, idéologique, géopolitique, économique, sociale, culturelle que nous avons pour réinventer le monde en général et réinventer l'Afrique. C'est pour ça que les panafricains ne pouvaient pas prendre pour référence le communisme. Même si à un moment donné, il y a eu une alliance tactique nécessaire avec les communistes, c'est l'URSS, mais ça ne veut pas dire que c'est la référence. Parce que l'Afrique est plus vieille, de loin encore plus vieille, plus ancienne que ces États-là. Et on a un droit d'aînesse à revendiquer à l'égard de tous les peuples de la terre. Je ne dis pas ça d'un point de vue, ce n'est pas un jugement de valeur que je suis en train de faire. Mais en Afrique, le droit d'aînesse est sacré. Je dis bien sacré. Et si nous considérons que c'est un droit sacré, c'est évident que pour avoir été le premier peuple à fouler cette terre et à y vivre et à y sacrifier pendant plus de 100 000 ans avant que d'autres n'émergent, nous avons un droit d'aînesse. Nous sommes les aînés de l'humanité. Et ça veut dire quelque chose. Et tout le développement du professeur Yabara, ça a été de nous reconnecter à ça. Et c'est en cela que c'est une véritable perspective idéologique maintenant. Quand tu parles de ça maintenant, tu sais de quoi tu parles et tu as compris. L'autre aspect le plus important qui nous tient à cœur, c'est le caractère extrêmement démocratique du panafricanisme au niveau de ce que j'appelle la démocratie idéologique. Il y a plusieurs familles dans le panafricanisme. Il y a plusieurs familles idéologiques dans le panafricanisme. C'est pour ça que nous n'avons de leçons de démocratie à recevoir de personne. Et surtout pas du petit garçon de l'Élysée. Parce que la démocratie n'en sait rien. Et il vous a convoqué Julius Nyerere, qui a rappelé que la démocratie, c'est déjà dans nos villages, l'Oudjama. Il vous a rappelé ça. C'est pourquoi nous allions tous revisiter ces réservoirs, ces sites que nous avons laissés et que, sans les revisiter, on comprend rien au panafricanisme, on fait du spontanéisme. Et ça ne peut pas tenir sur le long terme, ça ne tient pas. Et il nous a prévenu sur les dangers que peut courir l'AES si nous restons dans les dynamiques de spontanéisme idéologique. Mais nous le rassurons. Nous rassurons le grand professeur. Les panafricanistes, les vrais, qui sont connus, ne sont pas dans le spontanéisme idéologique. On ne renverse pas la France avec du spontanéisme idéologique. On ne met pas l'Occident à terre avec l'occidentalisme idéologique. On ne tient pas 15 ans dans un combat avec le spontanéisme idéologique. C'est les petits voyous comme Bembe qui racontent des histoires comme ça. Et on sait ce qu'il vaut. Lui et toute sa clique de soi-disant roi de la pensée en Afrique, qui revendiquent les privilèges épistémiques, qui veulent des honneurs, qu'on leur donne les honneurs parce que, je ne sais pas ce qu'ils sont, ils n'auront aucun honneur parce qu'ils n'en méritent aucun. Voilà les gens qui méritent l'honneur et ça se voit. C'est pour ça que nous sommes allés le chercher. On allait oublier l'expérience du Zimbabwe qui l'a convoqué. En nous parlant du grand Mugabe. Quand on est en train de résumer un auteur, il ne faut rien oublier. Et il a insisté sur l'enjeu de la culture et de la connaissance. Il nous a prévenus. La culture ne doit pas être une affaire
commercialisés et commercialisables. Comme Nollywood au Nigeria. On colore les choses qui ressemblent à l'Afrique, mais après, quand vous commencez à gratter, vous voyez que c'est Hollywood qui est derrière. Parce que tout ça, c'est la logique de la marchandisation. Il nous interpelle pour dire que les enjeux culturels là, qui lient aux enjeux de connaissance, c'est pour être solide dans la bagarre intellectuelle, dans le combat intellectuel, pour qu'en face de quiconque, on ne tremble pas. Quand il s'agit de produire la connaissance, de se battre sur le terrain de la connaissance. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et par rapport à ce combat, notre culture, c'est la référence, c'est la base. Il n'a pas oublié de rappeler que la colonisation, c'est l'esclavage à domicile. Quand quelqu'un parle, il faut comprendre. Hein? L'esclavage à domicile. Ça, c'est une nouvelle définition que moi-même j'ai retenue aujourd'hui. L'esclavage à domicile. Et au cœur de ça, il y a la dépossession des terres et la négation des spiritualités africaines. C'est ce qu'il a dit. Il nous a prévenu d'un risque majeur. Nous devons avoir de la nuance dans la gestion de l'enjeu de la foi. Parce qu'il y a un enjeu personnel, il y a un enjeu collectif dans la foi. C'est important dans un contexte où il y a la bagarre, une grosse bagarre visant à réduire les enjeux liés à l'aliénation. Au fait qu'il y a des spiritualités étrangères qui sont venues de l'étranger et qui ont colonisé les mentalités africaines, et que le début du combat panafricaniste, c'est de chasser d'abord les religions étrangères. Dans un tel contexte, il nous a prévenu, il faut être sage et il faut être intelligent dans le maniement de l'enjeu lié à la spiritualité. Et encore, avec sa permission, je ne vais pas déformer sa pensée, qu'appelle-t-on religion étrangère, d'autant plus que maintenant, il est démontré que tous ces soi-disant religions étrangères sont les inventions de vos ancêtres qui ont été déformées en chemin par des personnes qui n'en étaient pas à la hauteur. Voilà. Cher professeur, j'espère avoir été à la hauteur. Absolument. En m'autorisant de résumer la pensée d'un grand monsieur comme vous. J'espère avoir été à la hauteur et que je n'ai pas déformé votre pensée à quelque niveau que ce soit, professeur. Je vous donne la parole pour ça. Hein. Dites-moi si j'ai été à la hauteur. Donnez-moi la note, professeur. Vous avez été parfaitement à la hauteur. Hein, je ne vous entends pas. On n'entend pas le professeur. Vous avez été parfaitement à la hauteur. Hein. On n'entend pas le professeur. Allô, allô. Allô, allô. Vous avez été parfaitement à la hauteur. Hein. Vraiment, c'est parfait. Mais voilà, comme ça, mais voilà. 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 J'ai passé mon examen. J'ai été un bon élève.